On est très content d'avoir Hervé Tissot-Dupont qui nous parle ce soir de l'acceptabilité des essais thérapeutiques dans le contexte de l'épidémie de Covid. Merci Hervé. Merci Mathieu. Donc effectivement, on a voulu travailler sur l'acceptabilité par les patients des essais thérapeutiques. Alors d'abord, très peu, dans le monde des maladies infectieuses, on a très peu d'exemples de maladies pour lesquelles il a fallu un essai randomisé pour montrer l'optimisation de la prise en charge thérapeutique. Ensuite, la légitimité des essais randomisés contre placebo, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même des critères d'évaluation objectifs, des critères d'évaluation subjectifs et des standards de soins qui vont varier entre les centres de traitement, entre les pays, etc. Quand on fait un essai thérapeutique, il faut inclure des patients, et bien les critères d'inclusion et d'exclusion peuvent être très stricts et effectivement amener à des populations, à des échantillons qui ne sont pas représentatifs de ce que est ensuite la vraie vie. Et puis, il y a l'histoire du consentement éclairé. Bien entendu, les patients doivent signer un consentement éclairé, mais est-ce que tous les patients vont lire 10 pages de petits caractères, de termes techniques avant de signer? La plupart font aveuglément confiance au médecin qui leur propose le consentement. Et ensuite, lorsqu'on analyse l'essai, il faut faire attention à la différence de traitement entre l'intention de traiter, c'est-à-dire qu'on prend tous les patients qui ont été inclus au départ, ou le per protocole, c'est-à-dire qu'on tient compte au fur et à mesure des perdus de vue, des décédés, etc., qui changent forcément les conclusions. Bref, j'ai cherché un petit peu dans la littérature des travaux qui ont été faits, des méta-analyses, des revues sur l'acceptabilité et les freins à l'inclusion dans les essais. La plupart des travaux sont des travaux américains, avec la difficulté de la société américaine en termes d'ethnicité, qui est toujours mise en avant, en termes d'accès aux soins, et la plupart des travaux sont faits sur des études en cancérologie. Donc c'est vrai que ça limite quand même un petit peu le champ. Alors j'ai cherché un petit peu de la France, enfin de l'Europe et la France. Là il y a une thèse qui est pas mal faite, de 2015, qui entre autres ressort cette analyse. Donc comment les patients associent leurs connaissances et leurs opinions sur la recherche clinique pour décider d'y participer. Et on voit que la question « Connaissez-vous vos droits et devoirs en cas de participation à une étude clinique ?» Si on est à un autre ratio à 2, on est significativement dans l'acceptabilité. La question « Pensez-vous que les essais cliniques chez l'homme soient sans risque notable ?» C'est oui. Soit bénéfiques, c'est oui. Soit indispensables, c'est oui. Et puis, là, c'était particulier parce que quelle était l'acceptabilité d'essais thérapeutiques proposés par les médecins généralistes? Est-ce qu'un médecin généraliste est en droit de proposer ça? Et en l'occurrence, les patients acceptent très bien qu'un médecin généraliste propose un essai thérapeutique. Toujours dans la même étude, voilà leurs opinions. Avez-vous déjà entendu parler? Oui, 60%, 65%. Connaissez-vous les droits et devoirs? Non, 10% connaissent leurs droits et devoirs. Donc effectivement, ils ne sont pas informés. Avez-vous déjà participé à une étude? 4%? Non. Et dans ce cas-là, est-ce que c'était à l'hôpital aux 2 tiers et chez le médecin généraliste pour le tiers? Après, l'opinion sur les essais. Est-ce qu'ils sont risqués? 30%. Est-ce qu'ils sont contraignants? 17%. Inutiles? 1%. Bénéfiques? 50%. Indispensables? 40%. Finalement, les gens considèrent que c'est plutôt utile. Pensez-vous que ça doit être exclusivement réalisé à l'hôpital? 47%. C'est la moitié. Et trouvez-vous acceptable que votre médecin généraliste vous propose de participer à une recherche clinique? Ben, les gens, oui, à 60%, à 70% font confiance à leur médecin généraliste finalement. Et ceux qui ont répondu oui, est-ce que cela changerait la confiance en votre médecin traitant? Pas du tout. Est-ce que vous pensez devoir être indemnisé pour participer? 40%, c'est à peu près moitié-moitié. Et considérez-vous que la recherche clinique participe uniquement à l'enrichissement de l'industrie pharmaceutique? Il y a seulement 11% des patients qui disent oui. Après, pourquoi acceptez-vous ou refusez-vous de participer à un essai clinique?
Parce que vous faites confiance au médecin traitant, 90%. Parce que vous souhaitez contribuer à l'avancée de la recherche médicale, 83%. Parce que vous considérez qu'il est du devoir de tout citoyen de participer en tant que patient ou volontaire sain à la recherche médicale, 50%. C'est assez étonnant que je sois à ce point-là. C'est sur pas mal, c'est 800 patients quand même tout ça. Ceux qui ont dit non, parce que vous êtes malade, vous voulez être simplement soigné, 73%. Pensez-vous que participer à une étude médicale pourra avoir un impact négatif sur votre état de santé, un tiers des patients. Vous n'avez pas le temps, un tiers des patients. Vous préférez que d'autres le fassent à votre place, un tiers des patients. Vous préférez ne pas être assez informé, 70%. Les chiffres sont assez intéressants. Autre travail, qui lui est américain, donc il y a eu 3600 personnes interrogées, parmi ceux-là 199 interrogés et sélectionnés pour participer éventuellement à un essai thérapeutique. Parmi ceux-là 199 ont effectivement participé et 230 n'ont pas participé, ont refusé. Donc en noir c'est l'ensemble, en gris c'est les participants et en blanc c'est les non-participants. Donc quelle est la source d'information sur l'essai thérapeutique ? La source principale, c'est le médecin ou le personnel de santé. Et on voit que ceux qui participent vont vérifier sur Internet et dans les groupes de patients. Le reste, finalement, est très très peu. La famille, les agences gouvernementales, les groupes de patients et l'industrie pharmaceutique, zéro. Ça ne les intéresse pas. Avec les mêmes patients, quelle est la source d'information la plus fiable ? Ça reste encore un peu plus importante. Le médecin qui propose, là c'est les médecins ou infirmières en l'occurrence. Et pour ceux qui refusent, c'est les groupes de patients. Et pour ceux qui acceptent, c'est un petit peu les trucs un peu plus gouvernementaux. Et toujours dans la même étude, quelle est l'attente des patients? Pour tous, finalement, ils veulent être mieux. On est aux États-Unis, il y a des pathologies non prises en charge correctement par le système d'assurance. Je pourrais bénéficier d'un nouveau traitement. Pour ceux qui participent, c'est pour les autres. Le fait de participer peut faire avancer la science pour les autres patients. Le médecin qui encourage, un petit paiement, une aide. Alors curieusement, l'aide juste dont ont besoin les Américains dans ce cas-là, c'est-à-dire participer aux déplacements, au surcoût lié à ça, c'est plutôt chez les gens qui ne participent pas, et puis les familles qui encouragent. Une toute petite étude faite en Allemagne, 62 patients, quelle est leur motivation à participer ? Déjà, 95% n'ont jamais participé à un essai thérapeutique. 66% ont reçu l'information et signé le consentement dans le même mouvement avec leur médecin traitant, Et parmi ceux-là, malgré tout, 96,6% font directement confiance au médecin. L'avis des proches est important, le genre masculin-féminin n'influe pas. 91 attendent des avantages pour eux-mêmes, 88 attendent des progrès pour les autres patients, et finalement le risque d'effet indésirable a très peu d'influence sur la décision. Une dernière étude avant de passer à ce qu'on a fait nous, alors ça c'est dans le monde arabe, mais c'est sur le Covid. C'est une étude qui a été faite en Égypte, en Arabie Saoudite et en Jordanie, sur 1576 personnes interrogées. 75% ont entendu parler d'essais cliniques, 57% sont favorables aux essais, mais ce qui est assez amusant, c'est qu'en bas c'est essai vaccinal, en haut c'est essai thérapeutique. Bleu et gris et vert, c'est oui, après c'est non. Je ne sais pas où c'est non. Mais c'est amusant de voir que les essais vaccinaux ont attirent moins que les essais thérapeutiques, et que si on propose au patient de faire un essai, il le fait un peu. Si il a un de ses proches qui est volontaire pour le faire, il le pousse pour y aller. C'est assez amusant, je trouve, et dans les deux types d'essais, vaccinal ou thérapeutique. Alors, on a voulu nous aussi travailler un peu là-dessus.
quand on avait les flots de patients qui arrivaient tous les jours pour faire des dépistages. Donc en octobre 2020, on a pris tous les patients de plus de 18 ans qui se présentaient à l'IHU pour dépistage. Les infirmières faisaient le prélèvement nasopharyngé et après, le temps qu'elles rangent le matériel, leur proposaient de répondre à une question. On a fait 100 commentaires particuliers sans explication, vous allez voir après. Pas de commentaires, une seule question par groupe, donc il y a eu 4 groupes successifs d'une semaine à peu près, pour avoir suffisamment de patients. Première enquête, première question, si votre dépistage est positif, accepteriez-vous de manière générale de participer à un essai clinique dans lequel vous serez tiré au sort entre un traitement dont on a bonne raison de penser qu'il fonctionne et un placebo, c'est-à-dire l'absence de traitement. Pas plus de précision que ça, pas de nom de médicament, pas quoi que ce soit. Eh bien, 1256 personnes ont répondu, 51% ont dit oui, je participe, 33% ont dit non, et 16% n'ont pas voulu répondre ou n'ont pas pu répondre. On va faire une synthèse à la fin de tout ça, bien sûr. Deuxième semaine, question a été posée, tout laisse à penser que le plaquenil est efficace contre le Covid. Compte tenu de cette information, accepteriez-vous de participer à un essai thérapeutique dans lequel vous serez tiré au sort, etc., entre un placebo et l'hydroxychloroquine pour revérifier l'efficacité de ce traitement. Et on est à peu près au même niveau, il y a eu 1355 personnes qui ont répondu. On a 51% de oui, 39% de non et un peu moins de non-réponse que tout à l'heure. Troisième semaine, seriez-vous prêt à participer à un essai thérapeutique dans lequel vous serez tiré au sort entre un placebo et un médicament administré en perfusion pendant 10 jours, dont on ne sait pas s'il est efficace, et qui a de fortes chances de donner une insuffisance rénale. On vous voit venir. Et bien là, on passe à 24% de oui, 64% de non, et 12% de non-répondants pour 1167 personnes interrogées. Et quatrième semaine, on y va franco. Seriez-vous d'accord pour participer à un essai thérapeutique dans lequel vous serez tiré au sort, comparant le remdesivir à un placebo, et qui nécessite une perfusion intraveineuse pendant 10 jours, en sachant qu'il n'y a actuellement pas d'évidence de l'efficacité du remdesivir en dehors d'une minime diminution de la durée d'hospitalisation. Le remdesivir donne des complications rénales dans près de 50% des cas sur les premières études. Le placebo doit également être administré en perfusion, alors qu'il est reconnu que la simple présence d'un cathéter se complique localement dans plus de 20% des cas. On a essayé d'être de faire un peu peur. Et bien là, 10% de oui et 86% de non, et beaucoup moins de non-répondants finalement, seulement sur 546 personnes, parce que le nombre de dépistages commençait à diminuer. Puis on a voulu en faire une dernière qu'on n'a pas pu faire, parce qu'il n'y a pas assez de patients, le nombre de patients diminuait trop pour pouvoir le faire de manière efficace, où on rajoutait, et le médecin est payé pour ça. Mais ça commençait à être à peu près dans les mêmes chiffres, mais j'ai pas pu aller plus loin. Donc si on les reprend ensemble, on voit que traitement sans précision versus placebo, ou en précisant que c'était l'hydroxychloroquine, à l'époque où il y avait quand même déjà des polémiques, on reste à 50% de oui. Traitement IV versus placebo, on diminue de moitié, et remdesivir IV versus placebo IV, moins de 10%, enfin 10% d'acceptabilité. Bon. En conclusion, les questions étaient visiblement suffisamment compréhensibles puisque les gens y ont répondu volontiers. Il y a eu quelques barrières de langue qui n'ont pas permis d'y répondre. Il y a eu une bonne volonté de participation puisque le taux de réponse est entre 88 et 96%, ce qui est tout à fait raisonnable. Et ensuite, première question, est-il éthique de proposer un traitement contre le placebo intraveineux quand on connaît le risque intrinsèque des cathéters? Rien que le fait de le proposer n'est quand même pas très logique. Ensuite, les analyses des essais ne prendront en compte que les patients inclus. Du coup, quelle est la représentativité de 10% de patients qui acceptent? Est-ce que c'est la population ou pas? Pourquoi ont-ils accepté? Et surtout, il faudrait systématiquement analyser les raisons des refus. Voilà. Merci.